5. Relation médecin-malade. La relation médecin-malade. 35. Grand 1. Évolution de l'exercice médical. L'objet de la médecine a toujours été la souffrance, la maladie, la mort. En revanche, la relation médecin-malade a toujours été liée à un contexte culturel, historique, sociologique donné. Les questions se rattachant à la façon actuelle d'exercer la médecine sont l'héritage de notre histoire médicale. Nous pouvons distinguer 4 périodes dans l'exercice médical. L'Antiquité, l'Ancien Régime, la royauté, le 19e siècle, le 20e siècle. Grand A, l'Antiquité. La médecine se pratique dans les temples du dieu guérisseur, où les malades sont accueillis par les prêtres et médecins. La maladie est affligée par les dieux, et seuls les dieux peuvent l'enlever. Le savoir médical est un savoir transmis à l'intérieur des familles, telle la famille des Asclépiades, dont est issu Hippocrate. Ce dernier a eu un rôle déterminant dans la médecine. Il laïcise la médecine en la sortant des temples. La maladie n'est plus le fait des dieux, il faut reconnaître une cause. Hippocrate fait un transfert de responsabilité immense, car en cas d'échec du traitement, la volonté divine n'est plus en cause, inaccessible à l'humain, mais c'est le savoir et l'habileté du médecin. Le médecin est donc obligé d'acquérir un savoir qu'il doit faire évoluer en permanence et qu'il doit transmettre à ses élèves. À leur tour, ces élèves font évoluer leur savoir. Ceci vous explique que la médecine demande un certain nombre d'années d'études et qu'elle est très complexe. Hippocrate tient à partager cette responsabilité avec le malade. Il lui dit tout simplement « Je sais que tu es malade, mais qu'as-tu fait pour le devenir ?» En lui posant cette question, Hippocrate responsabilise le patient, mais il devient également régulateur des comportements, ce qui vise à maintenir l'équilibre représenté par la santé. Le médecin est l'homme du juste équilibre. En laïcisant la médecine, Hippocrate oblige le médecin à visiter le malade à domicile et donc à entrer dans l'intimité des familles. Ainsi, il partage les secrets. Le médecin doit donc avoir un devoir de réserve. En pénétrant dans ces maisons, il n'en reste pas moins un homme. Il est donc nécessaire qu'il y ait une certaine distance entre le médecin et la personne à examiner. Le malade devient un être humain, asexué, pour le médecin. Cette mise à distance explique en partie pourquoi le malade est passé du statut du sujet au statut d'objet. L'Antiquité prend fin avec les invasions dites barbares, car elles n'amènent pas de culture. Grand B. Exercice de la médecine sous l'Ancien Régime. Au moment des invasions barbares, la culture écrite est recueillie par les moines, qui sont les seules personnes sachant lire et écrire. La culture est entreposée dans les abbayes. Les barbares vont se convertir au christianisme. Une des paroles du Christ est « Va, ta foi t'a sauvé ». Il dit à ses disciples « Allez, instruisez les nations et guérissez les malades ». On revient en arrière. Il y a de nouveau une interprétation divine de la maladie. Les premières infirmières se dévoilent dans les abbayes. Les maisons, dont le but sera d'accueillir les malades et les pèlerins, seront bâties à côté des cathédrales. Ces maisons sont appelées hospices et le nom générique sera l'Hôtel-Dieu. Les moines feront preuve de charité, de compassion et de secours. Vers le XIIe siècle, la fondation des universités et les écoles de médecine permettent l'enseignement de la médecine.
Au départ, ces universités étaient sous la dépendance religieuse. Pour s'inscrire, les étudiants devaient prononcer les premiers vœux cléricaux, d'où leur nom, les clercs. Ces étudiants avaient tous le devoir du clerc, dont de ne pas répandre le sang. Apparaît à cette époque la division entre la chirurgie et la médecine. Les médecins doivent avoir un savoir dogmatique. Ils exercent uniquement dans les villes et sont organisés en corporations. Leur clientèle sont des familles nobles ou bourgeoises. Ils sont des employés de ces familles, au même titre que les précepteurs. Les familles rémunèrent le médecin à l'année ou éventuellement à la maladie. Les chirurgiens sont formés dans des collèges complètement indépendants des écoles de médecine. Il existe 4 types de collèges de chirurgie en fonction de la durée des études. Le meilleur est le Collège royal des chirurgiens, où la durée des études est de 12 ans. À cette époque, l'hôpital n'existe pas. Les hospices accueillent indifféremment les malades, les incurables, les malades psychiatriques, les filles répudiées et les indigents. L'hospice a donc un rôle social important. Les hospices sont dirigés par des religieux qui assurent les soins. À côté de ces écoles de médecine se créent des sociétés savantes, placées sous l'autorité du roi, notamment l'Académie des sciences, avec sa section médecine, qui existe toujours. On discute des idées novatrices, comme actuellement. Il y a aussi la Société royale de médecine, dont la mission est de s'occuper des épidémies et de collecter des données épidémiologiques sur les populations des différentes provinces de France. Les 2 mathématiciens d'Alembert et Condorcet introduisent dans la Société de calcul statistique. Grand C. Au XIXe siècle, la Révolution française de 1789 est une révolution bourgeoise qui fonde sa légitimité sur des valeurs opposées à celles de la monarchie. On oppose la religion à la science, le privilège de la naissance à l'argent, la propriété terrienne à l'empire industriel, les privilèges au mérite et au courage. Les valeurs bourgeoises se développent tout au long du XIXe siècle, ce qui explique comment s'est structuré l'exercice médical. La Révolution française définit le statut de citoyen. En 1789, un citoyen était l'individu souvent doué de conscience civique et morale. Il a changé depuis. Pour s'opposer au dogmatisme et aux corporations, la Révolution établit les 4 principes fondamentaux de la médecine libérale. Le secret professionnel absolu protège le citoyen contre l'arbitraire. Le principe de liberté thérapeutique témoigne de la conscience individuelle. Le principe d'observation clinique et d'expérimentation scientifique s'oppose au dogmatisme. Le libre choix du médecin, par le malade, édite la reconstitution des corporations. La Révolution structure l'exercice médical et son organisme. Dans un premier temps, elle supprime toutes les écoles de médecine, tous les collèges de chirurgiens, toutes les sociétés savantes et chaque citoyen ayant une conscience médicale. Il suffit d'acheter une patente pour devenir médecin. Une patente est ce que paye le commerçant pour s'établir. Ceci aura pour conséquence la suppression de la transmission du savoir médical et le développement du charlatanisme. En 1795, la natalité de la population augmente de façon chaotique pour 2 raisons. Les guerres révolutionnaires, les épidémies et la famine. L'État doit octroyer, certifier et contrôler l'exercice médical. Compte tenu des besoins sanitaires urgents de la population, 2 types de médecins seront formés. Les premiers médecins ont une formation de 4 ans, pendant laquelle ils apprennent à diagnostiquer les maladies les plus courantes et à pratiquer certains gestes thérapeutiques.
Ils sont appelés officiers de santé et exercent exclusivement dans les campagnes. Les médecins à formation longue, scientifique, détiennent le savoir médical et contribuent à le développer. Au XIXe siècle s'organise la médecine telle qu'aujourd'hui, notamment avec la description anatomo-clinique initiée par Bichat. Cette description veut que tout symptôme corresponde à une lésion causée par la maladie. Cette méthode demande des observations et donc des autopsies faites dans les hôpitaux créés à cette époque. C'est chez eux. En renvoyant les religieux chez eux, l'hôpital sera à la fois un laboratoire et un lieu d'enseignement. L'enseignement se fait au lit du malade, par celui qui détient le savoir, c'est-à-dire le patron, qui accepte et choisit ses élèves. Il est bénévole le matin à l'hôpital et ses ressources lui sont assurées par une clientèle privée l'après-midi. L'aristocratie médicale est donc hospitalière. Le nombre croissant d'étudiants forme une catégorie particulière de médecins, les médecins citadins, dont l'exercice médical est difficile et les revenus médiocres. Dans les années 1830, on parle de la pléthore médicale et de numerus clausus. Dorénavant, la maladie n'est plus une sanction, une fatalité. C'est un ensemble de causes sur lesquelles on peut agir. C'est tout naturellement le médecin qui donne aux citoyens les consultations pour conserver la santé publique. Tous les domaines de la vie sont médicalisés. La société demande aux médecins de contribuer à édifier les nouvelles normes sociales. L'État développe alors une politique de santé publique, notamment en créant le bureau central des statistiques, qui existe toujours sous le nom d'INSEE.